Je suis ravi de voir qu'il y a beaucoup de monde, c'est vraiment sympa. Rapidement, je vais me présenter Olivier Jonker. Je suis le gérant de Business Link, qui est le stand qui est juste à côté. Donc si vous avez des questions à l'issue de la conférence, vous pouvez venir nous les poser directement. Sinon, je répondrai de toute façon à des questions ouvertes pendant et à l'issue de la conférence. Le thème aujourd'hui, c'est les 10 bonnes pratiques pour réussir une campagne d'emailing. Donc pour la petite histoire, nous retrouvons à peu près 2 millions de mails par mois, on fait 6 campagnes par jour. Donc on a vraiment une grande expérience de l'emailing, on sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et on essaiera, mais vous verrez, c'est beaucoup de bon sens, de vous donner les clés pour réussir vos propres campagnes. Alors vous voyez rien de religieux dans la référence, c'est juste que j'adore ce film, et qu'il y aura une petite référence sur la mise en spam au film de Cécile B2000. Donc d'abord, je vais enfoncer des portes ouvertes en rappelant 2 ou 3 choses et en faisant des définitions. Tout le monde voit bien? Attendez. Donc ce schéma, simplement pour vous dire que la réussite d'une campagne d'emailing, c'est pas un beau message. Non, s'il y avait que ça serait pas suffisant. Aujourd'hui, c'est un bon fichier. Si vous voulez vendre des piscines, il faut un fichier de gens qui ont des jardins. Si on n'a pas ce ciblage, si on n'a pas ces infos-là, vous pouvez rien faire. Il faut également une bonne offre. Si vous êtes complètement décalé par rapport au prix du marché, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il faut un message bien conçu. Et ça, c'est un média très particulier. C'est un métier de faire des SMS, c'est un métier de faire des annonces AdWords, c'est un métier de faire des emailing. Parce que c'est un support qui a beaucoup de contraintes techniques. Ensuite, ce message, il va falloir le router. Et là aussi, il y a des outils qui peuvent vous aider à obtenir de bien meilleurs résultats. Vous avez aussi des solutions qui vous permettent d'éviter plus ou moins d'aller en spam, même si ce n'est pas garanti. Celui qui vous garantira une non mise en spam sera un menteur, puisqu'on aura un des points qui sera sur la mise en spam et comment l'éviter. Ensuite, il vous faut une page d'atterrissage intéressante, parce que quand on envoie un message à quelqu'un, c'est pour qu'il y ait une action. Donc il va cliquer. Donc il va arriver où? Il va arriver sur votre site, ou il va arriver sur une page que vous aurez créée spécifiquement pour l'opération. Il est très important qu'il n'y ait pas un décalage entre le message que vous envoyez et la page où on arrive. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui, marchands par exemple, qui envoient des codes promo ou qui parlent d'une promo. Quand on clique, on arrive sur la home page et on ne retrouve pas la promo. On ne retrouve pas les articles. Et ça, forcément, ça participe à l'échec ou à la moindre réussite de la campagne. Et donc tout ça, à la fin, c'est cette somme de choses bien faites qui va faire que votre campagne va donner de bons résultats. Et le symbole pourcentage qui est là, c'est simplement pour insister sur le fait que tout ça et toutes ces différentes étapes, on va pouvoir les mesurer et savoir ce qui a bien ou mal fonctionné. Je vais régulièrement citer une étude qui est disponible gratuitement sur le site de la SNCD. Ils ont une catégorie études sur leur site. Vous pouvez télécharger gratuitement des études en B2C et en B2B. Là, c'est la dernière étude EMA B2B, alors qui est faite depuis 2012, je pense. Donc on en est à la 5e version. Et c'est une étude qui étudie le comportement des gens qui reçoivent des emailing, ce qu'ils en attendent et ce qu'ils en font. Donc je vais citer régulièrement cette étude, mais vous pouvez la retrouver en ligne, ce sont des copies écran. Donc ce qui est très intéressant aujourd'hui, puisque dans toute menace il y a une opportunité, le fait que la mise en spam ait beaucoup été accentuée, a un côté très positif, c'est qu'en moyenne, aujourd'hui, un professionnel reçoit moins de 10 messages publicitaires par jour. C'est-à-dire qu'il y en a une telle partie qui est filtrée, que si on arrive dans la boîte du destinataire, le gros du travail est fait. On a beaucoup moins de concurrence. Après, il faut pouvoir y arriver. En moyenne, les gens reçoivent entre 20 et 50 mails professionnels par jour, dont 10 publicitaires. Deuxième chose intéressante, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? La part des tablettes a nettement baissé. Il y a eu un gros engouement, je parle en B2B, on est toujours sur une étude B2B, il y a eu un gros engouement pour les entreprises à équiper leur personnel en tablettes, ce qui n'a pas été sans problème pour l'emailing, puisque là on arrive en gros sur des gros téléphones, et la part du téléphone également a diminué.
ce qui nous obligeait à faire des emails avec différentes versions, des emails donc responsives, et cette part a diminué aujourd'hui, parce que les tablettes qui étaient montées jusqu'à presque 30% des utilisateurs sont descendus à 12. Donc ça, c'est aussi une grosse tendance de cette étude cette année. On va commander... Oui ? Pardon ? Il y a une raison particulière. Alors, j'ai pas la raison, mais moi, mon intuition personnelle, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se sont dit « Je vais acheter une tablette qui coûte 100 € au lieu d'acheter un PC à 500 » et ils pourront tout faire avec. Et très vite, ils se sont rendus compte que c'était plus compliqué que ça. Donc, premier commandement, on va suivre le petit schéma que j'avais fait au départ, le fichier. Donc, il faut d'abord avoir un bon fichier et bien s'en occuper. Alors, pour les personnes qui étaient ce matin à ma conférence sur le fichier, vous verrez, je vais redire la même chose, mais c'est logique. C'est quand même bizarre que je me contredise. Donc, vous travaillez sur un marché. Sur ce marché, il y a des gens qui vous ont déjà contacté, ce sont des prospects, et vous avez des clients. Sur le marché, vous faites de la publicité, de la prospection sur les prospects, de la fidélisation sur vos clients. On se rend compte que la publicité est très chère par rapport à la prospection, qui est beaucoup plus abordable, et la fidélisation. Ça, c'est une règle générale. Quand vous ferez des campagnes, vous aurez toujours des retours doubles ou triples sur vos clients que sur vos prospects. Et si vous achetez de l'adresse à l'extérieur, de gens qui ne vous connaissent pas, les rendements seront encore moins bons. Juste pour vous sensibiliser au fait que quand vous avez la chance, si vous venez sur mon stand tout à l'heure, par exemple, pour discuter, si je fais bien mon travail, je vais vous demander votre carte de visite ou vos coordonnées. Parce que on est venu passer une journée ici, on fait 2 conférences, on a dépensé de l'argent. C'est quand même dommage, alors que des gens viennent nous voir, qu'on ne prenne pas leurs coordonnées. Donc ça, c'est une discipline de collecte qui est très très importante. Il faut mettre tout ça dans une base de données. Alors ça peut être votre logiciel de routage de mail, qui peut servir de base de données. Cette base de données, vous allez l'alimenter par des campagnes de prospection. C'est-à-dire vous allez chercher des nouveaux. Sur votre base de données, vous allez envoyer des campagnes de fidélisation, où là, on pourra faire des choses un petit peu plus étoffées. Et cette base va de toute façon perdre, alors là, je parle plus d'emailing, cette base va perdre des abonnés par des abonnements et également par des hardbounds, c'est-à-dire des adresses mail erronées, qui sont soit fermées, soit qui ont été mal notées aussi. Quand on fait du recrutement, on va chercher à être quantitatif, on va essayer de ramener beaucoup d'adresses. Typiquement, voilà, bon là il n'y a pas eu d'inscription pour la conférence, mais quand je fais des conférences en général, on me donne le listing des gens qui ont assisté à ma conférence, paf, ils partent dans mon fichier. Après, je vais leur envoyer mes newsletters, et certainement la moitié vont se désabonner, donc c'est pas grave, mais j'aurais fait mon boulot. Ne pas l'avoir fait, ça c'est clair que ça n'aurait rien amené. Et on va essayer par contre d'être beaucoup plus qualitatif sur ce qu'on aura à raconter en fidélisation. Je vais aller assez vite là-dessus. Au niveau de la collecte de la donnée, il faut mettre en place des choses dans votre entreprise pour collecter de la donnée. Donc, je vais aller assez vite. La première chose, c'est l'humain chez vous. Il faut qu'il y ait vraiment une discipline. À chaque fois qu'on a un contact, qu'on peut récupérer quelque chose, une carte de visite, il faut le saisir quelque part. Alors, il y a plein d'outils, hein, j'en ai parlé ce matin à la conférence sur le fichier. Ça peut être un compte Gmail, c'est très bien, ça peut être la base de données de votre site internet, ça peut être des choses très simples, mais il nous faut ce contenant. Et ensuite, il faut essayer de généraliser des systèmes de collecte. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici, une campagne de parrainage. Demandez à vos clients de vous donner la liste de personnes qui sera enclin à acheter vos produits ou vos services. De la même façon, après un certain temps passé sur votre site ou un certain nombre de pages vues, proposez de vous abonner à la newsletter ou de télécharger votre brochure. Essayez de pousser la personne à faire une action, en échange de quoi vous récupérerez ses coordonnées. Et il existe aussi des systèmes assez simples de web service qu'on met en place, en B2B, qui vont permettre, en demandant simplement la raison sociale et le code postal d'une entreprise, de récupérer la totalité de son adresse normalisée postale, son téléphone, son numéro de SIRET, son code NAF, ce qui va permettre de segmenter votre fichier, et la personne aura juste à dire son nom, son prénom, et ça fonctionne. Je reviens en arrière sur la segmentation.
La donnée, il va falloir l'organiser. Suivant le métier que vous avez, vous aurez des gens qui achètent directement vos produits ou qui les revendent ou qui sont simplement prescripteurs. Et ces gens-là, vous allez leur raconter des choses différentes. Vous verrez que tout à l'heure, je vous présenterai des campagnes d'emailing segmentées où, pour le même produit, on a des messages totalement différents. L'idée étant vraiment de passer, dans l'histoire de l'humanité, de la pêche et de la cueillette et de la chasse à l'élevage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre fichier sera relativement conséquent, vous devriez pouvoir générer votre activité depuis ce fichier. Dernière chose, si vous devez acquérir de la donnée, si vous devez acquérir des adresses email, essayez de ne pas acheter ce que vous possédez déjà. Très peu d'entreprises font attention à ça. Ils achètent des campagnes de prospection, ils louent des fichiers, et ils se rendent compte par après que la moitié des contacts étaient des gens qui étaient déjà dans leur base de données. Donc la technique qui consiste à croiser votre fichier avec le fichier de prospection s'appelle un repoussoir. C'est-à-dire le repoussoir, la zone centrale que vous voyez là, on ne va pas l'acheter. Rien que ça peut vous faire économiser 30% sur une campagne de prospection. Alors il y a des techniques basées sur le SIRET qui permettent de le faire sans transmettre votre fichier à l'extérieur. Donc ça, c'était le premier commandement. Il faut une base de données propre, segmentée, riche. Deuxième chose, et ça, très peu de gens y pensent, c'est la première impression. Alors là, je ressors ma fameuse étude Emma B2B. Hop. Pourquoi les gens ouvrent un mail? Et ça, cette question, je peux vous dire, ça fait 5 fois qu'on la pose et 5 fois qu'on a les mêmes réponses. En numéro 1, j'ai confiance en l'expéditeur. En numéro 2, je connais l'expéditeur. Ce qui veut dire que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, plus vous allez écrire à quelqu'un, plus ça va cliquer et moins il va se désabonner. C'est la répétition dans l'emailing qui va faire le succès d'une opération. Si vous écrivez une fois par an, en fait, vous redémarrez à zéro à chaque fois. À chaque fois qu'on commence à travailler un fichier, le premier envoi, on a des taux de désabonnement dans les 1,5-2%, qui se stabilisent dans le temps pour finir à 0,30. Si on n'écrit pas pendant un an, on va se retaper les 2%, parce qu'en fait, on redépart à zéro une relation d'apprentissage avec le destinataire. Donc, j'ai confiance en l'expéditeur, je connais l'expéditeur. On se bat également, nous, contre des clients qui veulent changer l'expéditeur à chaque fois, en pensant être original. Mais non, il faut tout. Si vous avez un nom, vous le gardez. Vous ne le changez pas. Sauf si ça vous pose des problèmes de délivrabilité, on en parlera après. Ensuite, il faut un objet pertinent. 80% du succès d'une campagne d'emailing se fait sur l'objet. Donc il est très important d'utiliser des objets intrigants qui vont donner envie de cliquer. Donc ça, je pourrais vous en présenter quelques-uns. Et on fait souvent des tests aussi sur l'objet. C'est pas évident de savoir si tel objet est meilleur qu'un autre. Donc on va le tester. Autre motif d'ouverture de mail, c'est l'information qu'il me donne. Et en fait, on se rend compte que, là encore, c'est l'étude B2B, c'est l'information qui intéresse en premier les personnes qui reçoivent des mails. C'est pas acheter. Et vous verrez, on a un des commandements qui est plus tu voudras vendre, moins tu vendras. Les gens veulent s'informer. Les gens veulent télécharger des docs, s'informer, découvrir de nouvelles normes. Ils veulent certainement pas que vous leur parliez de vos produits. Ça va se faire dans un deuxième temps. Il faut être un petit peu fin sur ce truc-là. Donc ils veulent s'informer, découvrir des nouveautés, alors faire de la veille concurrentielle si ça vous intéresse beaucoup, et en toute fin, profiter d'offres promotionnelles. C'est pas du tout le but, c'est pas ce qui les intéresse. C'est pas le cas pour les particuliers. Commandement numéro 3, être simple. Vous le verrez quand on parlera du fond et de la forme. L'emailing, c'est du SMS en couleur. C'est pas un média riche, on peut pas faire des trucs extraordinaires, on peut pas y mettre de photos, on peut pas écrire du texte sur des fonds images. Il est limité. C'est tout. C'est comme ça, il faut l'accepter. Donc il faut être simple. Surtout en prospection, quand vous écrivez à des gens qui ne vous connaissent pas, qui se disent merde, encore un type que je connais pas qui m'envoie un mail, pensez qu'il a un temps de cerveau disponible assez faible à vous consacrer. L'erreur que font
beaucoup de gens dans leur campagne d'emailing, et que je peux comprendre, hein, parce qu'on va louer un fichier qui va coûter assez cher, plusieurs milliers d'euros. Donc on veut le rentabiliser à fond. Ah mais il faut parler de la boîte, et puis il faut parler du fait qu'on protège l'environnement, et puis il faut parler de notre nouveau produit, et puis il faut parler de notre couverture commerciale, et puis il faut expliquer aussi. Non, c'est pas possible. Le support ne le permet pas. Vous ne pourrez pas le faire avec un SMS. Un SMS, c'est 160 caractères. Voilà, c'est un thème, un SMS. Là, c'est pareil. C'est un thème, un message. Vous voulez parler de l'environnement, on fera un message sur l'environnement. Alors, l'erreur qui est souvent faite, c'est de fabriquer un couteau suisse. Et un couteau suisse, vous savez ce que c'est? C'est un mauvais couteau, c'est des mauvais ciseaux, c'est une mauvaise lime à ongles. À vouloir tout faire, on ne fait rien de bien. Il vaut mieux, voilà, vous avez besoin d'un couteau, bah, prenez un couteau. Vous avez besoin de ciseaux, achetez-vous des ciseaux. Donc, exemple, voilà un message simple. Souvent, c'est en élaguant qu'on arrive à faire des choses bien. EasyOffice, la marque. Donc là, je connais l'expéditeur. Paperflow révolutionne l'armoire de bureau. Il y a une photo d'armoire de bureau. On a mis en avant les 5 points clés. Il y a un prix, un bouton. Voilà. C'est simple. De la même façon, ça c'est une campagne qui est partie ce mois-ci. Très bien fonctionné. Objet. Demandez le catalogue Émile Morin, 2016. On retrouve l'objet dans le corps du mail. On a mis en rouge 47 000 références disponibles, qui est leur point fort. On a détaillé en gros les gammes de produits. On a une photo du catalogue, un bouton demander le catalogue. Simple. Et vous avez remarqué le format, qui n'est pas du tout le format newsletter. Pourquoi les newsletters sont format 4 portrait alors que nos écrans sont format paysage? Tout simplement parce que les gens sont issus de la PAO historiquement et faisaient du A4 portrait pour le plier en trois et le mettre dans une enveloppe. Et donc il y a eu une déformation de vouloir refaire la même chose, de faire des lettres en fait, en emailing. Et le meilleur format en emailing, c'est ce format-là. C'est ce format ramassé, très très court. Commandement numéro 4. Plus tu voudras vendre, moins tu vendras. Plus vous serez produit, plus vous serez commercial, moins vous aurez de retour. Ça, je peux vous l'assurer, on a tout essayé. Donc, ces messages-là, des messages produits, qui proposent du prix, qui proposent de la remise, qui mettent en avant des produits, ont des taux très très bas. On est sur des taux de clics inférieurs au pourcent. C'est très très faible. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, c'est pas des offres promotionnelles qui sont attendues, c'est essentiellement de l'information. Alors je vais vous montrer des messages qui fonctionnent bien. Tous les messages informatifs. Ça c'est un de nos clients qui est dans le bâtiment et qui là informe ses clients architectes et les maîtres d'œuvre sur une nouvelle norme, sur l'écoulement des eaux, enfin un truc très technique. Et là c'est intéressant. Pour la personne qui le reçoit, bon, c'est pas commercial du tout, on lui rend un énorme service. Peut-être qu'il n'était pas au courant, il peut télécharger un PDF et ça pose l'expéditeur en tant qu'expert. Et bah oui, c'est mon fournisseur qui m'a informé de cette modification dans une norme. Ça, c'est très très positif. Alors vous allez me dire comment on vend grâce à ça. Bah, c'est qu'après, pour télécharger la norme, on passe par une page formulaire où là, il faut donner son nom, son prénom. Voilà. Et là, on revient dans le marketing pur, mais au niveau de l'intérêt, on ne lui propose pas achetez-vous. L'objet, c'est pas acheter nos produits, c'est êtes-vous au courant de la dernière norme. Et ça, c'est beaucoup plus percutant. Le téléchargement. Toutes les entreprises ont des docs, des brochures à télécharger, des catalogues. Proposez-les en téléchargement et relancez par téléphone les cliqueurs. Et je peux vous dire qu'une fois sur deux, quand on est sur la page formulaire, la personne en plus en profite pour téléphoner et demander un devis. L'actualité, très intéressante. Là, on vient de faire une campagne pour doubler sur tout le matériel électoral, parce qu'on aura bientôt les présidentielles, si vous n'étiez pas au courant. Là, c'est quelque chose qu'on avait fait pour Rapid Flyer à l'occasion des élections municipales, pour les partis politiques et les associations. Les normes encore, les messages éthylotest, on en a fait des caisses, avant que la loi soit retirée. Et la pénurie. On a, pour notre client Traîneau des Camps, un message, attention il neige, il vous faut du sel, il vous faut des pelles,
Ce message, on le fait au mois d'août. Il est prêt. Et après, on regarde la carte Météo France. Et dès qu'on a de l'orange avec des avis de grêle, de neige, ainsi de suite, on route sur les bons départements, les bonnes agences. Et le mail est prêt avec la signature du nom du commercial. Voilà. C'est des messages qui fonctionnent très très bien. Et là encore, il faut un fichier qui soit propre. Là, pareil, sur les grands froids, dès qu'il se met à cailler, ce message, on le fait au mois d'août. Il est prêt. Et après, on regarde la carte Météo France. Et dès qu'on a de l'orange avec des avis de grêle, de neige, ainsi de suite, on route sur les bons départements, les bonnes agences. Et le mail est prêt avec la signature du nom du commercial. Voilà. C'est des messages qui fonctionnent très très bien. Et là encore, il faut un fichier qui soit propre. Là, pareil, sur les grands froids, dès qu'il se met à cailler, les gens disent merde, ça caille dans le camion, moi je démarre à 5h du mat. Hop, on écrit au patron, on lui fait un petit emailing sur les parkas. Donc c'est intéressant. Vous voyez, le timing, en fait, il est aussi important que l'objet, le fichier, le reste. C'est un ensemble. Message vidéo. Alors ça se fait là aujourd'hui, si vous voyez, vous êtes filmé. On est en train de me filmer, on va le mettre sur notre chaîne, voilà. La vidéo se développe beaucoup. Les gens sont très friands de vidéos, sont très friands de tutoriels, d'informations, de webinars. Il faut le faire. Si vous avez des vidéos, des cas clients. Là, on a un client, par exemple, qui est en train de... Il a mis une GoPro sur un de ses chantiers, qui prend une photo toutes les 5 secondes. Il va avoir un magnifique time-lapse de la construction du bâtiment. Et cette vidéo, on a déjà prévu de l'utiliser dans un emailing de prospection. Ça coûte rien. Il faut juste le faire. Commandement numéro 5. Il faut segmenter. Ça, c'est très important. Désolé pour ceux qui étaient là ce matin, je vous remonte la diapo des Smarties. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, à gauche, vous avez votre fichier. Il y a des tas de gens différents. Il y a des tas de sociétés différentes, de tailles différentes, des activités différentes. Il y a des gens qui sont clients, il y a des gens qui sont prospects. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Et quand vous leur écrivez un message global, vous avez un rendement qui est de voilà, 1,8. C'est bien, hein, 1,8. Et on se rend compte, ce sont des vrais chiffres par contre, ce qui est présenté là, que lorsqu'on va segmenter le fichier, c'est-à-dire qu'on va faire des messages adaptés à chaque segment, les rendements vont s'envoler, et on va également identifier un bas segment qui a un rendement à 0,9, ce qu'on appelle le bas fichier, qui pourront être des gens qui pourront être à terme exclus des campagnes. Parce que router du mail, on dit c'est pas cher, non. À la fin, ça commence à coûter cher, quoi. Donc c'est pas utile, d'autant que ces gens-là qui sont peu cliqueurs, qui n'ont pas un comportement très intéressant vis-à-vis de nous, seront beaucoup plus enclins à se plaindre et à nuire à notre réputation. Donc quelques exemples de segmentation. Donc là vous avez doublé, acteur local, qui fait du pavoisement. Ce petit drapeau, il est vendu à un tas de gens différents. Donc quand on va écrire une collectivité locale, on va avoir une illustration d'une fête locale. Lorsqu'on va écrire un automobile, on va présenter des drapeaux en situation chez un concessionnaire et mettre en avant un accessoire qui est le pied autocal, le support de drapeau qui se met sous la roue de voiture. Donc on va adapter le contenu et les photos. Même chose pour le commerce, même chose pour le sport. C'est toujours plus intéressant pour une association sportive de voir des drapeaux en extérieur sur du gazon qu'une photo de drapeau sur un parking. De la même façon, au niveau des offres segmentées, nous avons un client qui est la société Rayonneur dont j'ai présenté le cas ce matin, qui fait des mezzanines métalliques et qui a des messages différents suivant le type de client. Donc le premier type de message, c'est un message basique pour l'industrie, la logistique, le commerce de gros, où en gros on dit voilà, on vous propose de faire un étage supplémentaire, on a un prix au mètre carré, on a des accessoires très limités, on est sur une offre très basique, très prix. Ensuite on a un deuxième message qui est beaucoup plus orienté sur je vais construire du bureau au-dessus de ma mezzanine, mais je vais y mettre mes salariés. Donc là on est au niveau des normes d'accessibilité, on reste dans le côté professionnel. Et on a un troisième message destiné aux architectes et aux magasins qui reçoivent du public, parce que là la législation est complètement différente en termes de garde-corps, d'escalier, d'issues de secours et d'esthétique aussi.
on ne va pas raconter les mêmes choses et les accessoires qu'on va proposer ne seront pas les mêmes. Autre exemple, nous avons un client qui fait du négoce de machines-outils. Donc, quand vous avez une fraiseuse, vous savez que vous travaillez dans l'univers de la mécanique. Quand vous avez une presse-plieuse, vous savez que vous êtes dans l'univers de la tôlerie. Et en fait, correspondent à chacune de ces activités des codes NAF très précis. C'est-à-dire que vous n'allez jamais vendre une presse-plieuse qui peut parfois faire 50 tonnes à un atelier de maintenance d'un garage. Donc, pour ne pas user le fichier, on a une belle base de données qui fonctionne bien, mais pour éviter l'attrition sur ce fichier et des abonnements, quand on a une belle presse plieuse, on écrit seulement au segment tôlerie. Ça veut dire qu'on a qualifié tout le fichier et que toute nouvelle adresse est qualifiée aussi. Et lorsqu'on a une fraiseuse, on va écrire simplement au segment mécanique. Ça, c'est une façon de sauvegarder votre base de données. Commandement numéro 6. Vous avez tous eu le petit bol, là, votre prénom. Ça fonctionne bien. La personnalisation, quand elle est bien faite, elle fonctionne bien. Parce qu'on va augmenter les rendements. Donc dans tous les messages, voilà, bonne fête Philippe, passez à l'agence, boire un café, c'est juste un prétexte de contact. Et je peux vous dire que quand vous faites un emailing où vous écrivez dans l'objet bonne fête Philippe, sauf si le gars s'appelle Jérôme, en tout cas ça se passe pas très bien. On a eu quelques retours, les bases de données, c'est pas une source exacte. Voilà, le mail est ouvert et on a des très très bons taux. Au niveau de la prospection, on peut aussi faire de la segmentation sur la personnalisation au niveau local. C'est-à-dire que là, on écrit pour inviter la personne à un événement. On parle bien de l'agence, c'est l'agence de Boulogne-sur-Mer, avec ses coordonnées. On a la date précise de l'événement, le plan d'accès, et sur certains modèles, on avait la photo de l'équipe. Et c'est en personnalisant. Donc là, Trinodécon, ils arrivent à quasiment 50 agences maintenant. Donc on a 50 photos d'équipe, 50 plans d'accès, avec des liens différents, et des scripts qui, selon le client, vont affecter la bonne agence. Message texte, alors ça on l'oublie souvent, mais les meilleurs emailing, c'est ceux-là. Ça cartonne. Ça marche super bien. Par contre, ce sont les emailing les plus compliqués à faire. C'est les plus chers, ils sont beaucoup plus coûteux que les emailing images, parce qu'en fait, c'est que du code et du script. Parce que, donc là, je vous le lis, parce que c'est très petit. Bonjour Monsieur Jonquer. Voilà. Donc, on personnalise sur le nom et la civilité de la personne. Je me présente, Frédéric Delayan. Donc là, c'est le commercial qui est affecté à mon secteur. Donc là aussi, c'est un script. Responsable commercial chez Cuvelier SAS avec un petit lien sur le secteur de Tourcoing. Donc là, on va remettre la ville de mon adresse. Alors, si on avait écrit à Saint-André, c'était responsable commercial sur le secteur de Saint-André. Et en fait, le fait de retrouver des éléments dans le message, on va retrouver le nom de la boîte aussi. Enfin, là, on écrivait à des mairies. C'était, je reste à votre disposition pour les besoins de la ville de Tourcoing. Le fait de retrouver des éléments qui nous sont familiers dans un message va faire qu'on va beaucoup plus le lire et beaucoup plus le cliquer. Par contre, ça veut dire que votre fichier, c'est pas simplement des mails. C'est des mails, des noms, des prénoms, des adresses, des codes postaux, des téléphones, il faut pas mal de choses. Et donc, vous voyez qu'il y a des liens bleus, et on sait sur quel lien ils ont cliqué. Donc on sait que la mairie de Saint-André a cliqué sur coffret de distribution. Après, les commerciaux font leur boulot. Mais pour que le commercial puisse téléphoner, il faut que l'adresse en amont dispose de téléphone. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler avec des fichiers très propres pour monter ce genre d'opération. Commandement numéro 7, on arrive au bout. Le fond à la forme que tu préfères. Alors là, je vous montre une diapo, mais il y en a plein d'autres. C'est certainement là où je perds le plus de temps dans mon métier, c'est d'expliquer aux clients que c'est un média pauvre, et qu'on ne peut pas tout faire. Là, vous voyez, vous avez les 3 dernières études, 2016 en noir, 2015 et 2014. C'est la proportion de gens qui ne voient pas les images. Donc, rien que ça, c'est important. Aujourd'hui, moi personnellement, il n'y aurait même plus d'images dans aucun de nos messages. Ça sert à rien. Je le fais franchement pour les clients, parce qu'ils ne sont pas prêts à franchir le truc. On met une image simplement pour mesurer le taux d'ouverture. C'est juste pour avoir cette info-là. Exemple, vous recevez tous des mails comme ça.
Bon, aujourd'hui, voilà, c'est un fait, c'est comme ça, c'est triste. Je préférais que les images s'affichent. On pourrait faire des trucs beaucoup plus sympas. Mais dans tous les clients de messagerie, dans toutes les nouvelles versions d'Outlook, les images, par défaut, ne se téléchargent pas. Je pense pas être un crétin avec un ordinateur. J'ai jamais trouvé où on le désactivait ce truc. Bon, voilà. Donc, faut pas rêver, ça n'ira qu'en empirant. Et quand vous recevez un message comme celui-là, qui a dû faire un carton en réunion quand il a été présenté, parce qu'il devait être très très beau, et on ne saura jamais. Je préfère un message comme celui-là, où là c'est du vrai texte, c'est des tableaux, c'est un peu grossier, c'est pour ça que je dis c'est du SMS en couleur. Je peux vous dire que les taux de clic et d'ouverture, enfin, surtout de clic, de ce message-là par rapport à celui-là, c'est de 1 à 10. C'est de 1 à 10. Alors c'est vrai que esthétiquement, c'est pas très satisfaisant. Mais ça, il faut vraiment en tenir compte dans les messages que vous faites. Alors si vous êtes obligé de mettre de l'image parce que voilà, vous êtes très image, votre patron vous oblige à en mettre parce que c'est comme ça, essayez de les mettre en bas. Voilà, si vous prenez un message comme celui-là, je mets l'image à gauche, le texte à droite, comme ça tout le monde est content. Mais ce qui est horrible, c'est de mettre une énorme image au début, avec du texte. Et souvent, il y a du vrai texte en dessous. Les gens ont fait l'effort de mettre du vrai texte. Mais là, c'est foutu. Se dire que ne peuvent cliquer que les gens qui vont scroller, bon, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. Hop. Voilà. Donc ça, là, il faut sensibiliser les gens. Et c'est souvent en leur disant, bah, ok, on va faire ton truc joli, moi je vais faire mon truc efficace, et puis on va mesurer les résultats. Mais même malgré ça, il y en a qui préfèrent continuer d'envoyer des photos. Alors, ça c'est un sujet vachement intéressant. C'est comment ne pas aller en spam. Je ne suis pas devin. Vous allez être très déçus hein, de mes réponses à ça. C'est de dire merde, encore un gars qui se mouille pas. Mais je sais comment ne pas y aller, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Je m'explique. Référence au 10 commandements, Cécile B. 2000. Tout le monde a vu le film ou pas? Ouais. Ceux de ma génération ont vu le film. Voilà. Donc, pour info, cette scène, elle est assez géniale, puisque Ramsès accuse Moïse d'avoir comploté contre Pharaon. Donc, Pharaon vient le voir avec tous ses gardes pour le mettre en prison. Et il lui dit, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit? Alors, il dit, bah, qu'est-ce qu'on me reproche? Il dit, il paraît que tu as donné un jour de congé aux esclaves. Et là, Yul Brynner, en petit poids, hop, fout dans la balance. La balance ne bouge pas. Et il paraît que ce jour de congé, on l'a appelé le jour de Moïse. Ah ouais, c'est vrai. Hop, deuxième petit poids. Et il paraît que tu as pillé le grenier du temple pour donner le grain aux esclaves, parce qu'il n'y a rien à bouffer. Ah ouais. Bon. Un troisième petit poids, et là la balance, elle tombe de l'autre côté. Et ce qui est génial dans cette scène, c'est que Moïse prend une brique, dit les esclaves fabriquent une brique, les malades en fabriquent peu, les morts pas du tout. Et il pose sa brique et la balance est rééquilibrée. Génial. Et bien la mise en spam, c'est exactement ça. C'est-à-dire que globalement, vous avez plein de petits poids. Dites-vous que chaque fournisseur d'accès Internet a des critères de mise en spam qui lui sont propres. Ça ne sera pas pareil sur Gmail, sur Hotmail, sur Wanadoo, sur Orange. Voilà. Mais globalement, ils regardent quoi? Ils regardent ces trucs-là. Et c'est un score. C'est-à-dire que c'est à un moment, il vous donne une note. Ça, c'est pas bien, ben, je te mets plus 5. Ça, c'est bien, je te fais moins 2. Bon, et c'est un score. Et tout ce qui est en dessous de tel score, ça passe. Tout ce qui est au-dessus, ça passe pas. Tout simplement. Donc, les pièges à éviter. Alors, ce qui est très instructif, c'est avant de vider vos spams dans votre boîte, allez regarder comment ils sont faits. Les expéditeurs, vous verrez qu'un objet sur deux est écrit en majuscule. Il ne faut pas écrire en majuscule. C'est pas bien. Vous verrez qu'il y a beaucoup de messages écrits dans une langue différente de la vôtre. Nous, on fait des messages en néerlandais, en anglais. Il m'arrive systématiquement en spam, je ne panique pas. C'est parce que ma messagerie le sait. Ma langue est paramétrée en français, un truc qui arrive en anglais, je dis ok, c'est du Viagra ou un truc comme ça. Donc la réputation du serveur, c'est le truc le plus important. Si votre serveur a été mal noté par un fournisseur d'accès, parce que, et ça arrive, hein, de vous faire hacker et que vous routez des mails à votre insu, voilà, vous êtes blacklisté chez Orange, puis chez Wanadoo, voilà, tranquillement, et
vos campagnes, ça marche de moins en moins bien. Vous avez moins de retours. Et donc là, à un moment, quand les taux d'ouverture baissent fortement, je veux dire, il y a peut-être un problème structurel. Et donc là, il suffit de regarder les clickers par domaine. C'est un truc que nous, on fait très souvent. Si vous savez que 20% des adresses de votre fichier, c'est du Wanadoo, et qu'en clicker, vous avez 0, parce que quand ça arrive, ça, c'est pas 1, hein, c'est 0. Bon, bah là, vous savez que vous êtes blacklisté. Donc ça, tout dépend comment vous travaillez. Nous, ça nous arrive aussi. Hein. Je vous mentirais de dire que ça n'arrive pas. On appelle notre système de routage qui nous dit bah oui, effectivement, on a eu des problèmes, il y a eu un envoi fait par telle personne. Parce qu'on travaille sur des serveurs mutualisés. On n'a pas notre propre serveur, c'est trop cher. Et il corrige les choses. Donc on change de serveur d'expédition, on attend un peu, et puis que les choses se tassent. Donc ça, c'est le plus important. Parce que ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des jolis messages, avoir des bonnes idées. Si tout part à la poubelle, forcément, ça ne marche pas. Ensuite, il y a l'expéditeur. C'est quelque chose de très très important. Si vous avez par le passé, et nous on a récupéré pas mal de comptes clients qui avaient beaucoup routé, qui avaient mal routé, qui ne tenaient pas en compte les désabonnements, ou qui routaient systématiquement sur des adresses erronées, il faut savoir qu'un fournisseur d'accès, il n'y a rien qui l'énerve plus que de transporter des kilooctets pour rien. Donc il peut accepter sur un emailing d'avoir 2-3% d'adresses erronées. Et si vous avez systématiquement 20% d'adresses erronées à chaque envoi, il va dire toi c'est parce que tu fais pas bien le ménage dans ton fichier. T'es pas carré. Donc, blacklisté. Et donc, quand on récupère ces gens-là, rien que leur nom, l'utiliser comme expéditeur, on envoyait des campagnes, on partait en spam. Parce qu'il y avait une mémoire de ça, de la part des fournisseurs d'accès. Donc ça, c'est les deux trucs les plus graves. C'est d'être repéré, alors c'est par des taux de plainte, c'est par des mauvaises pratiques, par des fournisseurs d'accès, pour vos messages n'arrivent pas. Ensuite, il y a les spam words. Alors, je vais pas vous... Oui ? C'est classé par ordre Ouais, c'est classé par ordre d'importance. C'est-à-dire que clairement, les trucs d'en haut, là, c'est très grave. On a eu des clients qui routaient avec... alors, j'ai rien contre Sarbacane, hein, mais il y avait une première version de Sarbacane où on routait depuis son propre serveur. C'est-à-dire depuis votre machine, votre propre PC. Aujourd'hui, c'est un outil professionnel qui travaille sur les serveurs mutualisés, il n'y a pas de souci. Mais donc, les gens se sont blacklistés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il vous arrive un truc comme ça, vous n'avez plus le téléphone, vous n'avez plus Internet, et ça peut mettre un certain temps avant d'être établi. Donc je ne veux pas dire que ça peut couler une boîte, mais ça peut y nuire fortement. Donc, les spam words sont des mots. Alors, on sait que si on met crédit, bah, c'est compliqué. Ça ne va pas vous mettre en spam. Les crédits, plus une mauvaise réputation, plus beaucoup d'images, plus ça peut vous amener en spam. Alors, oui. Les mots, c'est dans l'objet ou dans le texte même? Dans l'objet, ça a beaucoup plus de poids, mais dans le texte même aussi, bien sûr. Alors, on a fait beaucoup de campagnes l'année dernière pour vendre des mutuelles, puisque c'était les mutuelles obligatoires à partir du 1er janvier. Vous mettez le mot mutuelle, vous partez en spam. Donc on a fait tous les messages avec complémentaire santé, ça passait. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on l'a tous fait, hein, complémentaire santé, vous allez en spam. Donc il y a des métiers, je ne sais même pas comment ils font, parce que c'est leur propre produit qui est blacklisté, c'est compliqué. Essayez de vendre du Viagra, vous êtes foutus. Donc on retrouve quoi donc marketing, business, pour nous c'est pas évident. Le mot emailing, voilà, c'est pas un mot très bien. Mutuelle, assurance. On a découvert que PADOC, ça c'était pour notre client qui vend des trucs pour les centres équestres. Ouais, bah, le mot PADOC, on l'a mis 4 fois. Et alors, on relisait le truc, franchement c'était le message pas agressif. Et je dis, bah, le seul truc bizarre, c'est ce mot PADOC qui revient 4 fois. Bah, je dis, mets tartine, voilà, mets tartine, il passe nickel. Et en fait, on s'est rendu compte que doc, enfin il y a le mot doc, et doc c'est un terme informatique qui est utilisé à grande échelle pour faire de l'emailing. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses un peu empiriques. Hein. Là je vous donne... Alors, il n'y a pas de liste Non, il n'y a pas de liste. Ah bah non, bah, vous imaginez, si j'appelle Orange, je dis c'est quoi ce qu'il faut en spam, bah ok, on va juste contourner les règles, non. Et puis souvent ce sont des robots qui établissent les règles. Aujourd'hui c'est des algorithmes qui construisent ça, donc c'est parce que on a vu que quand les clients se plaignent, bah, comme par hasard, il y a souvent le mot
Paddock. Voilà. Donc à la fin, bah, Paddock a une mauvaise note. Donc crédit, promotion, solde, gratuit. Nous, on a routé jusqu'en 2014 le mot gratuitement, il passait nickel. Si on mettait, on a un catalogue gratuit, et demander gratuitement notre catalogue, ça passait très bien. Aujourd'hui, c'est mort. Donc voilà, on se remet en cause régulièrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Présence d'adresses IP dans les liens. L'emailing est très utilisé par les hackers pour faire du phishing. C'est-à-dire, je vais vous écrire, voilà, je suis la Banque Populaire, il nous faut vos numéros de compte, code de carte bancaire, vous connaissez le truc. Et je fais une fausse page internet, compliquée, avec le logo Banque Populaire. C'est à la portée de n'importe quel débile de faire ça. Et comme par hasard, l'adresse c'est pas Banque Populaire, c'est une adresse IP. Donc dès que vous faites des liens vers des adresses IP, parce qu'il y a une sorte d'anonymat donné par l'adresse IP, vous voyez ce que c'est une adresse IP 168.192. Si vous faites des liens vers une IP, là je vous dis c'est clair, votre truc il passera pas. Il sera déclaré comme email de phishing. Et nous on a eu le coup, c'est pour vous dire, hein, et ça on a mis 2 jours à le trouver. On s'était amusé à dire, dans les coordonnées de la boîte, téléphone 0320, hop, et on avait mis des points entre les... Et ça a été analysé par l'anti-spam comme une adresse IP. Et quand on a mis des espaces, voilà le genre d'exemple. Parce que il y a énormément de messages qui sont bloqués et qui ne sont pas des messages polluants. C'est juste que voilà, il y a des règles qui sont éditées, il faut les connaître. Donc le phishing, j'en ai parlé, et le fameux rapport texte-image. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'images et peu de texte, c'est moins bon. C'est pas que ça vous met en spam, mais bon. En fait, on sous-entend que votre email est un email majoritairement publicitaire avec beaucoup de photos, donc il a plus de chances d'être un courrier indésirable. C'est plus dangereux pour aller dans les courriers indésirables. Alors il y a une grosse différence entre les spams et les courriers indésirables. C'est-à-dire que le spam, ça c'est vraiment c'est le fournisseur d'accès, c'est la poste qui dit moi ton courrier je le brûle, poubelle. Le courrier indésirable, c'est un tri qui est fait par votre client de messagerie. Donc ça va être Gmail qui va dire bah, ça c'est un truc réseau social, ça c'est un truc commercial, ou ça va être Outlook qui va le mettre en courrier indésirable. Là aussi, il n'y a pas de règle, c'est votre propre apprentissage. Si à chaque fois que vous recevez un email qui parle de planche à voile, vous le supprimez, bah, tous les autres à la fin ils iront en indésirable tout seuls. Il y a un apprentissage du logiciel. C'est pour ça qu'on a souvent du mal avec des clients qui nous disent je le reçois en indésirable, je dis bah moi pas. Et mes collègues non plus. Donc je dis moi j'enverrai la campagne. Alors c'est toujours compliqué de dire à un client il n'y a que toi qui a ce problème-là, tu verras ça se passera bien. Donc à ce moment-là, bah, ok on route un tiers de la campagne, on voit si on a des taux d'ouverture classiques, si c'est bon on route le reste. Oui. Là aussi vous allez voir, c'est pas de la haute technologie. On a des comptes Gmail, on a des comptes Hotmail, on a des comptes Yahoo et on a des listes de tests, tout simplement. Donc quand le message nous semble bon pour la campagne, avant de demander le BAT au client, on fait ces tests de délivrabilité et on va regarder sur nos messageries s'ils passent bien, tout simplement. Il y a le même serveur avec lequel vous allez faire... Absolument, oui, bien sûr, bien sûr. Et on le fait avant le BAT, pourquoi? Parce que si on se rend compte qu'on doit changer le mot Paddock, par exemple, et dire... c'est compliqué, parce que Paddock, c'est Paddock. Hein. Et dire, bah voilà, au lieu de le dire 4 fois, on va le dire que 2 fois, c'est ce qu'on a fait. On le fait avant de présenter au client. Parce que s'il valide un truc et qu'après nous, on refait les modifications de délivrabilité, c'est pas bon. On arrive au bout. Commandement numéro 9, tes pages d'atterrissage, tu soigneras. On en parlait tout à l'heure. C'est le but d'un message, d'un emailing, d'une newsletter, c'est pas d'informer directement. C'est de dire à la personne, il y a une information intéressante, clique ici et va la voir. On essaie toujours d'avoir une action. Pourquoi? Parce que quand on va écrire à 10 000 personnes, ce qui nous intéresse, c'est les 300 qui vont cliquer et qui sont intéressés par notre produit, et là maintenant, à l'instant T. Et qu'on pourra rappeler, recontacter, ou sur lesquels on pourra renvoyer un autre message d'ailleurs. Hein. Mais en tous les cas, le message, il est jetable. C'est l'étage de la fusée qu'on largue à un certain niveau. À un moment, la page qui va faire le boulot, c'est la page d'après. Je ressors ma fameuse étude qui
pose la question, que faites-vous après avoir reçu un mail? Et pour la moitié, ils vont sur le site de l'expéditeur. Alors, s'ils font une action, c'est pas 55% des gens qui reçoivent, ils vont sur le site, j'aimerais bien. Donc, pour la moitié, ils vont sur le site. Il y en a un quart, c'est remplir un formulaire de contact. Encore un quart, faire une demande de devis. Donc, c'est quand même intéressant. Si on arrive à capter avec une bonne info des gens, on peut récupérer du business entrant. Des gens qu'on ne va pas devoir recontacter, enfin si on va les contacter, mais pour des choses très positives. Donc quelques exemples. Ça c'est un message qu'on a fait pour un de nos clients. On dit voilà, téléchargez gratuitement un petit guide qui va vous expliquer que vous pourrez faire des économies. Donc, génial, les gens se méfient pas, on y va, on télécharge un PDF. Pour télécharger le PDF, on a les coordonnées à droite qui sont pré-remplies quand même. Donc, toutes les infos qu'on a, on va déjà les mettre. Et le premier choix, c'est de télécharger le document en PDF. Si vous cochez, télécharger un PDF, vous validez, on vous ouvre le PDF. Nickel. Mais on vous dit quand même, deuxième choix, être rappelé par un commercial. Troisième choix, une préétude gratuite de mon site. Quatrième choix, un devis pour un projet. Et ensuite, en savoir plus sur l'écosphère qui est un produit. Et bien, sur 100 personnes qui téléchargent, vous allez en avoir 15 qui vont demander à être rappelés, 5 qui vont demander un devis et 2 qui vont demander une étude. Mais on ne l'a pas fait dans le message. Si vous faites un message en disant est-ce que vous voulez une préétude gratuite ou est-ce que vous voulez nous demander un devis, je peux déjà vous donner le tour de retour, il sera de 0. Mais sur la page, la landing page, ça fonctionne très bien. La landing page, la page d'atterrissage. Alors je ne suis pas du tout fan des anglicismes à titre perso, mais c'est un des rares que j'utilise. Je suis assez franchouillard là-dessus. On a vu tout à l'heure ce message, message Émile Morin, un message très très simple qui appelle à demander un catalogue. Lorsqu'on arrive sur la page formulaire, on propose en plus de la demande de catalogue, demander le supplément de nouveaux produits, recevoir le DVD et surtout, vous avez un projet, vous voulez être rappelé par un spécialiste. Évidemment, comme vous pouvez le voir sur la droite, la totalité des champs sont pré-remplis. Donc avec une simple demande de catalogue, on peut générer du projet et du devis. Là encore, vous avez un message, c'est notre fameux message Paddock, qui a un certain style. Lorsqu'on arrive sur la landing page associée, on retrouve exactement le même univers graphique. On n'est pas du tout dépaysé, on arrive dans quelque chose de connu, et là encore, en plus du téléchargement de la fiche technique, on propose toujours d'être contacté et de faire une demande concernant un projet. Là encore, le formulaire est pré-rempli. Alors ensuite, on a des pages un petit peu plus évoluées, qui ne sont pas des simples pages de téléchargement, qui sont des pages diagnostiques, où on va proposer aux clients de s'auto-évaluer. Alors ça, les gens sont très friands de ça, parce qu'il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup d'obligations légales, et on leur pose simplement la question, voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes au carré avec la nouvelle législation? Donc là, on a un exemple, c'est un diagnostic pour évaluer si votre installation de rack à palettes correspond aux normes de sécurité. Là, on avait un exemple produit, maintenant un exemple service. Ici, on va proposer à des DRH de s'évaluer pour savoir s'ils maîtrisent les dernières modifications légales et normatives concernant les entretiens professionnels. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est que, évidemment, on récupère non seulement qui s'est auto-évalué, mais également sa note globale et les différentes réponses aux questions. Donc, par exemple, dans le cas des racks à palettes, on saura qui n'a pas de sabot de protection, donc on peut aller lui en vendre. Et pour les DRH, on saura qui n'est pas au courant de la législation, c'est-à-dire qu'on pourra lui proposer une formation. Autre exemple de page un peu plus évoluée, les calculateurs d'économie. Sans aller jusqu'à un devis, mais quelqu'un qui utilise un calculateur, c'est qu'il a déjà des notions de budget et d'achat en tête. Donc on va lui proposer par exemple ici un calculateur pour des pompes à chaleur. Donc on va demander la surface du bâtiment en mètres carrés, le type de chauffage qu'il utilise. Ce seront des informations très utiles pour les commerciaux. Ici une campagne toute récente, un calculateur d'économie sur l'éclairage.
Donc là, on va demander à la personne combien de jours travaillés, combien de points lumineux. Là aussi, toutes ces informations-là vont être très utiles pour le commercial. C'est une opération qui a permis de générer pas mal de rendez-vous dans des entreprises intéressantes du commerce de gros et de la grande distribution. Autre utilisation de landing page un peu évoluée, lorsque vous avez un message compliqué à faire passer, là c'était le cas de la société Averti qui vendait un outil qui était assez complexe. Donc en fait, on crée simplement une envie dans le message en disant voilà, découvrez comment Bruno a réussi son événement. Et sur la landing page, nous allons avoir un petit scénario qui se décline en 5 petites cases, un peu comme une BD, où on va expliquer, voilà, Paul avait un problème, il a rencontré Averti, on lui a proposé ça a été génial, ça a fonctionné. Ça permet de vendre des produits un petit peu plus complexes. Ce qui fonctionne bien également, ce sont les vidéos. Les gens sont friands de vidéos. Donc là, on a un exemple avec le LOSC. Mais on l'a fait pour beaucoup de clients. Si vous avez des témoignages clients, si vous arrivez à filmer comment se monte un produit, comment il se démonte également. On a actuellement un client qui est en train de filmer l'avancée d'un de ses chantiers en time-lapse avec une GoPro qui prend une image toutes les 5 secondes. Donc ça, on va l'exploiter dans un emailing prochainement. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a un bon fichier, on a un bon message, on a routé le message, on a une landing page de qualité. Maintenant, il est temps de suivre le commandement numéro 10. Tes actions, tu suivras et tu mesureras. C'est important parce que notre but, c'est d'améliorer constamment la qualité de ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de mesure ? On a différents exemples. Ici, on a un test qui a été fait sur un objet, donc ce qu'on appelle un test A/B split, qui va permettre de tester 2 objets. Par exemple, lorsque je propose de la maintenance informatique, qu'est-ce qui va intéresser le dirigeant qui recevra mon message ? Est-ce que c'est plus la réduction des coûts, réduisez vos dépenses informatiques, ou rendez du temps à votre équipe informatique ? Donc on teste les 2 objets sur 25% de l'échantillon et le reste de la cible recevra celui qui a le mieux fonctionné. Ici, vous avez un exemple assez simple de suivi de campagne dans Google Analytics. Vous retrouvez à gauche les différents types de campagnes, ce qu'elles ont généré en termes de visites et également sur la colonne de droite en chiffre d'affaires. Donc là, on a un exemple de retour de page formulaire. On voit que c'était une demande de catalogue. Donc vous avez en blanc tous les retours qui concernent les demandes de catalogue. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de demandes de devis en jaune et des demandes de rappel téléphonique en orange. Et vous voyez colonne C, les demandes, construction, labo de 50 mètres carrés, extension de magasin. C'est-à-dire que les personnes, même si on écrit pour une simple demande de brochure ou de catalogue, se servent du formulaire pour révéler des projets concrets. Un autre exemple de retour, là il s'agit d'un mail de type texte, assez simple, ce sont les mails où « Bonjour, je me présente, je suis monsieur machin, voilà ce qu'on fait ». Et vous avez dans la colonne surlignée en jaune le type de clic qui a été fait. Donc là, c'était un emailing sur les mairies. Donc on sait par exemple, ligne 3, que la mairie de Templemar a cliqué sur coffret de distribution. Et donc ça va être très utile pour les rappels téléphoniques. Alors je parle du téléphone. Tout ce qu'on a fait ici en B2B pour générer du lead, pour générer du projet, ne sert à rien si derrière il n'y a pas un contact rapide qui est fait avec le client. Ça c'est très très important. Nous on le constate régulièrement. Il y a souvent et ça nous frustre énormément des leads produits par notre société qui ne sont pas traités dans les temps. Il faut réagir très très vite là-dessus parce qu'on n'est pas tout seul sur le marché. En général, quand les personnes répondent à des formulaires, ils le font également chez les confrères. Donc un petit récapitulatif global, un bon fichier, un bon message, quelque chose de bien fait au niveau technique, qui respecte les bonnes pratiques, un bon outil de routage, une landing page adaptée, on mesure tout ça et il n'y a pas de raison que vos actions ne fonctionnent pas et ne vous donnent pas une bonne conversion. Donc si je résume les 10 commandements des bonnes pratiques de l'emailing, 1. Avoir un bon fichier qualifié et entretenu. 2. Inspirer confiance et intriguer son destinataire. Être régulier dans les envois.
on l'a vu, hein, simplement pour être reconnu, être un expéditeur de confiance, être simple et direct dans ses messages, ne pas chercher à vendre tout de suite, plutôt essayer de faire du 2 temps, segmenter ses offres pour augmenter les retours, de la même façon personnaliser son contenu pour augmenter les retours, privilégier le fond à la forme, car c'est un média pauvre et jetable, il faut respecter la technique peu élaborée de l'emailing et vous arriverez à en tirer le meilleur. Surveiller la délivrabilité, essentiellement par le taux d'ouverture, travailler ses landing pages et enfin mesurer ses actions. Nous sommes présents sur le salon, sur le stand qui est juste à côté. On vous accueille avec plaisir pour répondre à vos questions plus pointues. Nous sommes donc une agence marketing B2B présente sur Tourcoing. Nous travaillons avec de nombreuses entreprises de la région et de France, essentiellement pour alimenter leur force de vente en lead qualifié. Vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui vont s'afficher. Nous sommes à votre disposition. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.